George Orwell, La ferme aux animaux, chapitre 2, première partie. 3 nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète, et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant. Mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons, les plus éminents étaient Boule de Neige et Napoléon, 2 jeunes verras que Mr. Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de Neige, plus vif d'esprit, plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brille Babil, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brille Babil, enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de sa queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait à dire que Brille Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boule de Neige et Brille Babil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois Mr. Jones endormi, ils tenaient des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes disant par exemple « C'est Mr. Jones qui nous nourrit, sans lui nous péririons », ou bien « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus ?» ou bien encore « Si le soulèvement doit se produire, de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un ». De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de Luby, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ?» « Non, lui répondit Boule de Neige d'un ton sans réplique. Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est du superflu. Tu auras tout le foin et tout l'avoine que tu voudras. Est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade, repartit Boule de Neige, ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ces colifichets ?» Luby acquiesça, sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé, qui était le chouchou de Mr. Jones. Moïse, un rapporteur, et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. À l'en croire, il existait un pays mystérieux, dit montagne de sucre candi, où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candi se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait aux haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes, et parce qu'il n'avait pas à trimer comme eux, mais malgré tout certains s'en prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candi, et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les 2 chevaux de trait, Malabar et Douce. Tous 2 éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes, mais, une fois les cochons devenus leur maître à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux, avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la grange, et là, entraînaient les autres à chanter Bête d'Angleterre. Sur cet hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche, mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine, à lire le journal, un verre de bière à portée de la main dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ces ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits du bâtiment menaçaient ruine, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, Mr. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge, qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger, et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage, et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes
cornes dans la porte de la resserre, et bientôt toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, John se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses 4 ouvriers, chacun le fouet à la main, et tout de suite une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord, et sans s'être concertés, les meurt-à-la-faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les 5 hommes, en lutte aux ruades et coups de corne, changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait jamais vu des animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête, et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leur trousse.